مشاهدي الكرام مرحبا بكم. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Média TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Le président français Emmanuel Macron a effectué au début du mois d'avril une visite d'État de 3 jours en Chine, au cours de laquelle il a tenu des propos qui ont provoqué un tollé et beaucoup d'inquiétudes en Asie, en Europe et aux États-Unis. Le président français a expliqué lors d'une interview que l'Union européenne ne devait pas être suiviste sur la question de Taïwan à l'égard de Washington ou de Pékin, et que les intérêts européens ne sont pas partout similaires aux intérêts américains. Le président français a également dit, je le cite, « Les Européens n'arrivent pas à régler la crise en Ukraine. Comment pouvons-nous dire de manière crédible sur Taïwan, attention, si vous faites quelque chose de mal, nous serons là ». Fin de citation. Pour Emmanuel Macron, l'Europe doit réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis. Le grand risque, selon lui, pour l'Europe serait de se retrouver entraînée dans des crises qui ne sont pas les siennes, ce qui l'empêcherait de construire son autonomie stratégique. À cet égard, un diplomate de haut rang d'Europe de l'Est s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a déclaré ce qui suit. Le président Macron ne parle pas au nom de l'Europe ou de l'Union européenne. Il aide involontairement Pékin à démanteler l'Union transatlantique en temps de guerre en Europe, au moment où cette unité est la plus nécessaire. De leur côté, un membre éminent du Congrès des États-Unis a qualifié les propos de Macron d'embarrassants, pendant qu'un parlementaire allemand tweetait « Macron a réussi à transformer son voyage en Chine en un blitz de relations publiques pour le président chinois et en un désastre pour la politique étrangère européenne ». La presse internationale n'est absolument pas tendre avec le président français. Le New York Times a décrit Emmanuel Macron comme un président affaibli et isolé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinerons ce que tout cela signifie pour la France, l'Europe et les relations transatlantiques. Nous verrons quelle est l'approche de l'administration Biden face à ce qui ressemble à une crise de l'alliance entre la France et les États-Unis, et s'il faut considérer les déclarations de Macron comme un autre signe du déclin de la suprématie américaine sur la scène mondiale. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. John Hardy. Il est expert des relations transatlantiques. Il est également directeur adjoint du programme russe au sein de la Fondation pour la défense des démocraties. Ses recherches portent sur les relations extérieures de l'Union européenne, la politique étrangère de la Russie et des États-Unis et ses relations transatlantiques. Il est également un contributeur régulier du Foreign Policy Defense News et du magazine de National Interest. Je vous remercie, M. Hardy, d'être parmi nous aujourd'hui. Mais commençons tout d'abord avec notre chroniqueur Georges Lindrit. Georges, les États-Unis considèrent la Russie et la Chine comme la plus grande menace pour la sécurité mondiale, mais le président Macron ne semble pas être d'accord avec ce point de vue. Alors j'ai deux questions à vous poser. Ces déclarations sont-elles dignes d'un allié et cela peut-il être considéré comme une preuve du déclin de la suprématie américaine dans le monde? I still think of France generally as an ally, but I think it's harder and harder to suggest that Macron is a ally. He doesn't sound much like an ally. I think your question was really perceptive there. Alors moi personnellement, je considère la France comme un allié, mais il m'est difficile d'affirmer avec certitude que Macron est également un allié, car il ne semble pas l'être, et votre question était claire d'ailleurs. Pour être franc, ces déclarations semblent idiotes et naïves, car son approche envers la Chine et la Russie ne serait pas dans l'intérêt national en France. Mais il ne cesse d'y croire et cela justifie son incompréhension. C'est quelque chose qui m'inquiète énormément. En fait, je n'ai plus de respect pour lui parce que ses propos me paraissent dernièrement mal placés, même si je pense que certains de ses propos sont des réactions vers la politique étrangère américaine, car il est communément admis que la suprématie des États-Unis est en déclin. De ce fait, je pense que certains de nos alliés ont commencé de chercher des solutions ailleurs.
les pays signataires des accords d'Abraham n'ont pas de contact avec l'Iran et le recours à la Chine pour des solutions indique leur manque de confiance en nous. Je pense que nous devons être prudents car la faiblesse attire autour d'elle un certain nombre de forces et je pense également que nos alliés remettent en question notre crédibilité. Je vous remercie, George. John, vous travaillez dans une institution soutenue par de nombreux néoconservateurs aux États-Unis et vous avez beaucoup critiqué les déclarations de Macron. Vous avez dit que les propos tenus par le président français ont aggravé la dangerosité de la situation. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Je pense que c'est vrai. Comment ne comprend-il pas la signification de ces propos? Lorsqu'un dirigeant occidental, que ce soit Macron ou Biden, rencontre le président chinois Xi Jinping au moment où la crise de Taïwan éclate, il devrait désamorcer la crise dans le détroit de Taïwan et dissuader Pékin de conquérir Taïwan par la force. Lorsque Macron s'est rendu en Chine pour une visite d'État, il aurait dû se demander si ces propos rendraient plus probable une agression chinoise contre Taïwan. Et aujourd'hui, je dis très précisément oui, dans le scénario de la crise taïwanaise et du point de vue américain, la France aurait dû faire le minimum au nom de l'Europe en faisant passer le message à la Chine que si elle envahissait aujourd'hui Taïwan, les relations économiques ne seraient plus les mêmes. Oh oui, c'est très important. En fait, si j'étais à la place du président chinois, il est évident que je considérerais ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine comme un précédent. Xi Jinping estime que si la Russie a envahi l'Ukraine, lui aussi peut faire de même avec Taïwan. Et compte tenu de la réaction de l'Occident vis-à-vis de la Russie, que se passerait-il si tel était le cas? Le fait est que si Poutine a envahi l'Ukraine, c'est justement parce qu'il pensait que c'était faisable. Pensez-vous que ces déclarations d'Emmanuel Macron puissent être considérées comme un feu vert pour Xi Jinping à propos de Taïwan? Je ne pense pas que les déclarations de Macron à elles seules feront pencher la balance. Mais si j'étais à la place du président chinois, je me dirais c'est un autre signe. Car si j'envahis Taïwan, je pourrais convaincre les États-Unis, ou du moins un certain nombre de ses alliés européens, à accepter cette réalité sur le terrain. En revanche, je crois que si un pays d'Europe de l'Est déclare son rejet de ce qui s'est passé, alors ce pays se tiendra aux côtés des États-Unis contre la Chine. Et c'est la seule position que l'Europe aurait dû adopter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes une alliance de défense des démocraties contre un axe d'État autoritaire. Et je pense que vous avez raison de souligner que ce qui s'est passé en Ukraine n'est pas sorti loin de l'imagination du président chinois. Et par conséquent, comment nous gérons la crise liée à Taïwan et à la Chine? En fait, ce que Macron a dit, Poutine et d'autres pays en Europe s'en soucieront. Permettez-moi de vous lire ce qu'un député français a écrit concernant les déclarations de Macron dans le magazine américain Foreign Policy. Je le cite. De nombreux Européens ont peur d'être entraînés dans une confrontation qu'ils considèrent être la conséquence des craintes des États-Unis de perdre leur suprématie mondiale. Fin de citation. Alors John, pensez-vous qu'il s'agit là d'un argument valable? Pensez-vous aussi que les États-Unis sont en tort dans cette affaire? En fait, dans le passé, nous n'avons pas toujours respecté nos alliances et honoré nos promesses, ce qui fut le cas en Irak et en Afghanistan par exemple. Alors cela justifie-t-il le scepticisme d'Emmanuel Macron? Et pensez-vous que ces doutes existent à plus grande échelle parmi d'autres pays européens?
Bien évidemment, certains pays européens partageront cet avis, mais si vous êtes en France ou dans n'importe quel pays d'Europe, vous vous poserez la question suivante. Si la Chine envahissait Taïwan, de quel côté allons-nous se positionner? Pour répondre à une telle question, nous mettons de côté ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, et quelle que soit l'erreur commise par les États-Unis, et réalisons qu'un pays autoritaire s'apprête à conquérir un petit pays démocratique. Et j'espère que Macron s'en rendra compte. Okay. Il est intéressant de noter que les relations entre l'Occident et la Chine diffèrent de celles entre l'Occident et la Russie. Et j'oserais dire que l'intégration de la Chine avec l'Occident est plus souple que la relation de la Russie avec l'Occident. Bien que la Russie soit le premier fournisseur d'énergie pour l'Europe, l'intégration de la Chine avec l'Occident est bien plus profonde et complexe. The energy supplier to Europe, but China, the relationships and the interaction with China is much broader, much deeper, much more complex. So. Et c'est là, à mon avis, le point de vue d'Emmanuel Macron, qui considère que l'enjeu, au-delà d'une simple position sur Taïwan, repose aussi sur la gestion de relations multiformes en termes d'aspects économiques et géostratégiques et qui dépassent un simple détroit. Que pensez-vous de cela? C'est vrai, parce que les relations économiques sont multiformes. Lors de son interview, Macron a dit qu'il était venu en Chine avec des revendications du peuple français. Et concernant sa réponse aux États-Unis, le président français a déclaré que le commerce français avec la Chine est en fait modeste par rapport au volume du commerce américain avec la Chine. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai car les États-Unis doivent être conscients du fait que pour pouvoir faire face à la menace chinoise, ils doivent diversifier leurs relations économiques. Malheureusement, la question fondamentale s'agit d'un régime autoritaire et tyrannique qui s'apprête à conquérir un petit pays démocratique et pacifique. Alors là, les considérations économiques doivent être éliminées et notre vision doit être claire sur ces questions fondamentales, plutôt de se concentrer sur les questions stratégiques. Nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous analyserons les répercussions des déclarations du président Macron sur les relations américaines avec le Maroc et avec le continent africain. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les déclarations du président français en Chine, les relations franco-américaines et les répercussions de cette visite d'Emmanuel Macron sur ces relations. Alors, Georges, je voudrais reprendre là où John en était. Les États-Unis ont depuis longtemps mis en garde l'Europe contre sa dépendance totale à l'égard de l'énergie russe et Poutine croyait et croit toujours que cette dépendance empêchera les Européens de s'opposer à lui frontalement en raison de cette guerre en Ukraine. As John said, Comme l'a dit John, les relations entre la Russie et le bloc occidental sur le plan commercial ne sont pas aussi denses que celles qu'on observe entre la Chine et l'Occident. Et quand on parle du fait d'affronter et de dissuader la Chine, avons-nous vraiment la capacité de le faire? Parce que nous sommes indéniablement dépendants de ses produits et de son économie. You make a very good point, and I think while we were warning Europe, we might have done well to listen about Russia. We might have listened to our own warnings a little better. I do see us making some changes now.
Vous venez d'évoquer un point très important. Pendant que nous mettions l'Europe en garde contre la Russie, nous aurions dû donner suite à ces avertissements, même ici aux États-Unis. Je vois que la situation a changé car les vestiges de la pandémie ont mis en lumière l'importance des échanges commerciaux dans le monde. En fait, nous ne pouvons pas apporter des changements d'un coup, mais nous devons collaborer d'une manière rapide. J'espère vraiment que le Congrès s'efforcera d'encourager les investissements et de s'assurer que nous ne dépendons pas de la Chine, et cela aura de nombreuses conséquences dans la première et notre autonomie, et que nous ne finançons pas à notre pays. Make us more independent, and we won't be funding a nation. I mean, imagine, for example, if the United States had been in really deep relationships with Germany pre-World War II, leading up to the war, and then during the war, you'd be funding. Imaginez avec moi si les États-Unis avaient une relation très étroite avec l'Allemagne avant la guerre mondiale et la soutenaient dans la guerre. C'est comme s'ils leur fournissaient des armes pour tuer des Américains sur le continent européen. Je pense que c'est ce que nous faisons exactement aujourd'hui avec la Chine. Il faut arrêter cela. Je vais vous donner l'exemple du Canada. Les échanges avec ce pays ne m'inquiètent pas, car personne ne pense que le Canada tournera un jour ses armes contre nous. Nous devons vraiment regarder le monde avec des yeux ouverts. Vous venez d'évoquer un élément important, à savoir qu'il faut agir rapidement afin d'éviter une récession économique. John, êtes-vous d'accord avec George? Je pense qu'il a tout à fait raison. Nous devons vraiment faire face à ce sort, mais nous devons également être sélectifs. S'il s'agit d'importer des vêtements de Chine, ce n'est pas important, mais en ce qui concerne les matériaux importants impliqués dans la fabrication, comme la technologie occidentale de pointe, nous devons empêcher l'audace chinoise de les voler et cesser de compter sur les chaînes d'approvisionnement chinoises. Il faut emmener ce genre de technologie dans un pays ami sur lequel nous pouvons compter. Nous avons évoqué au début de notre discussion les déclarations de nombreux responsables à travers le monde, déclarations en provenance d'Allemagne, du Congrès américain et de responsables de gouvernements européens critiquant Macron et condamnant ces déclarations sur la Chine et l'unité transatlantique. Mais les responsables américains n'ont pas commenté les propos d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas dit grand-chose en fait. Alors ma question pour vous, John, maintenant est la suivante. Pourquoi ce silence de la part des responsables américains et que veulent-ils dire en choisissant de se taire? Je voudrais d'abord faire la différence entre les responsables de l'administration Biden et les membres du Congrès. Comme vous l'avez dit au début, le Congrès a été prêt à condamner les propos de Macron. Mais lorsqu'il s'agit de l'administration américaine, le canal diplomatique doit être respecté. Surtout que les États-Unis viennent de sortir d'une crise avec la France l'année dernière concernant le contrat du siècle des sous-marins avec l'Australie. De ce fait, l'administration Biden était attachée à l'approche diplomatique et de collaborer avec la France à huis clos. Mais il faut se rendre compte que ce ne sont pas les premières déclarations de ce genre faites par Macron, car il a précédemment déclaré que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Alors, il est possible de s'attendre à de telles déclarations de la part d'Emmanuel Macron. Les déclarations de Macron étaient-elles vraiment nécessaires sur le plan politique ou sont-elles le fait de la forte personnalité du président français qui souhaite simplement se démarquer des États-Unis en fait? Je pense qu'en France, il y a une tradition d'essayer de caractériser la politique étrangère française et celle de l'Europe avec une certaine indépendance stratégique sur laquelle Macron a jeté son dévolu. Chaque dirigeant a sa propre vision politique. Cependant, je ne pense pas que ces déclarations concernant l'OTAN et la crise de Taïwan sont une nécessité politique pour Macron.
J'ai lu l'analyse d'un expert américain en géostratégie qui disait qu'il y a une forme de défiance entre Biden et Macron et que cela constitue le vrai fond du problème. Je pense que cette analyse est importante parce qu'elle illustre aussi la relation entre la France et le Maroc et entre les dirigeants des deux pays. Cela me conforte dans l'idée que la question n'est pas seulement liée à la relation franco-chinoise ou aux positions de la France en Afrique. Quand on essaye de comprendre le sens du rapprochement entre Paris et le régime d'Alger, il est difficile d'ignorer cette rivalité transatlantique et l'opposition de la France à toute forme de présence américaine en Afrique. Alors, je voudrais entendre vos avis à tous deux sur cette question. Et je commencerai par vous, John. La pensée de Macron reflète-t-elle une position de la France dans sa globalité? Et quel sera l'héritage du président Macron? Cette démarche s'arrêtera-t-elle avec lui ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère ponctuée de désaccords et de dissensions entre nos deux pays? Je pense qu'en termes d'héritage de Macron, du point de vue américain, je vois que Macron a pris le pouvoir dans une approche du juste milieu. Mais je ne pense pas qu'il a été très efficace lors de son mandat, surtout dans le domaine diplomatique, tout comme ses relations avec la Russie. Ces relations ont eu des effets opposés en ce qui concerne l'invasion russe de l'Ukraine l'année dernière. Il n'a pas soutenu l'idée d'une indépendance stratégique pour l'Europe. Donc, si nous parlons d'une Europe capable et forte sur la scène internationale, qui est bien accueillie par n'importe quel parti ici à Washington, tant que les États-Unis se maintiennent en tête du classement mondial. Mais Macron, en adoptant une approche non coopérative, pratique inconsciemment une politique de défaite. George, parlez-nous un peu de la France et de l'Afrique. Il y a un déficit de confiance entre Biden et Macron, mais aussi entre le Maroc et Macron. Où cela place-t-il la France, surtout à l'aune de ses relations avec des régimes dictatoriaux comme l'Algérie, cultivés en échange de sa froideur avec des amis comme le Maroc ou les États-Unis? I think you make a very good point because that's a kind of an odd situation. In friendships, the neighborhood bully doesn't usually have a lot of close friends, and yet somehow France seems to be picking all the wrong friends here, and I don't get that. Je pense que vous avez soulevé un point très important. La situation est un peu étrange dans les amitiés. L'honnêteté et l'inimitié ne peuvent pas coexister. Si vous regardez les fondements de la coopération maroco-américaine, vous découvrirez que le Maroc a toujours été une force du bien dans son environnement régional. Regardez ce que fait le Royaume du Maroc au sein de l'Afrique. Le Maroc jouit d'une stabilité politique et d'un potentiel de croissance économique permettant au pays de renforcer sa position sur l'échiquier international. Nous ne voulons pas des problèmes dans cette région du monde. Provided with homegrown leadership in Africa, and it's pretty easy to get behind. And I don't understand why En fait, il y a de meilleures solutions proposées par un leader en Afrique et je ne comprends pas pourquoi Macron n'y voit pas de sagesse. Au contraire, il s'allie avec le parti qui crée des problèmes et alimente plus de conflits dans la région. John, comment voyez-vous l'avenir des relations franco-américaines, non seulement après la visite d'Emmanuel Macron en Chine, mais aussi après ce désaccord sur la question ukrainienne et sur la coopération sécuritaire dans la région Pacifique, ainsi que la question de l'indépendance stratégique que vous avez évoquée, qui a plusieurs interprétations et lectures? Certes, et je pense que même lorsqu'on s'inquiète d'une telle crise, il faut se souvenir que les États-Unis et la France sont des alliés depuis longtemps. Mais comme on l'a dit, il y a des points de désaccord qui se pointent à l'horizon, notamment sur la manière dont la guerre en Ukraine prendra fin. Et il pourrait arriver un moment cette année ou l'année prochaine, et que nous demandons ici aux États-Unis le nombre de nos alliés. Alors, comment voulons-nous mettre fin à la guerre? Allons-nous nous serrer les coudes pour la nécessité de vaincre Poutine?
Où laisserons-nous la guerre déterminer sa fin? Cela semble être en faveur de Poutine à long terme. Donc je pense que la France, malheureusement, sous la direction de Macron, risque de suivre son propre cours. Et j'espère que le président Biden sera plus ferme. C'est à quoi nous devons nous attendre dans les mois à venir. Eh bien, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Nous avons pu entendre des analyses très enrichissantes et des éclaircissements importants de la part de nos analystes. Je pense que les États-Unis et le reste du monde viennent de découvrir ce qui est clair pour le Maroc depuis déjà un certain temps, à savoir que la France est un partenaire difficile, que son président manque souvent de diplomatie dans ses propos et que la plupart de ses déclarations sont régies par des considérations de politique intérieure. Il semble obsédé par le statut de l'économie française et la position de son pays en tant que puissance secondaire, en cherchant à tout prix à gagner en prestige et à mettre en valeur la force française. Il a tourné le dos à des amis tels que les États-Unis et le Maroc. He turns his back on friends like the United States and Morocco, and he either he miscalculates. Et ces compliments répétés à l'attention de régimes totalitaires et dangereux comme ceux d'Alger et de Pékin constituent de lourdes erreurs de calcul que les États-Unis, le Maroc et le reste du monde doivent prendre en compte. Je tiens à remercier notre chroniqueur Georges Lindrit et notre invité John Hardy. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.